L'histoire de l'entreprise, qui à son apogée produisait des milliers de véhicules militaires nazis, tout en exploitant ses employés dans des conditions inhumaines, avant de devenir l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, regorge de tournants inattendus et de contradictions complexes. Aujourd'hui, la marque Volkswagen n'est pas simplement un symbole de l'industrie allemande, mais un géant automobile mondial dont la gamme inclut des marques prestigieuses telles que Bentley, Lamborghini, Bugatti et Porsche. Ces entreprises se sont regroupées sous une seule bannière de l'empire automobile, influençant en grande partie l'architecture de l'industrie automobile moderne. Cependant, en scrutant l'histoire de la naissance de Volkswagen, on découvre des pages sombres. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, cette entreprise était considérée comme l'une des plus criminelles d'Allemagne, impliquée dans la fabrication d'équipements militaires de production massive pour l'armée nazie. Elle était même accusée de vol de technologie chez ses concurrents, notamment dans le cadre du développement du célèbre coccinelle. De plus, pour faire fonctionner ses capacités de production, l'entreprise faisait appel au travail forcé, exploitant un grand nombre de travailleurs esclaves. Cette situation donnait l'impression que Volkswagen pouvait en fait commettre impunément tout type de crime, et ses origines étant liées au régime nazi, ne faisait qu'accentuer les controverses sur le rôle historique de l'entreprise. Mais d'un autre côté, cette même société peut aussi être perçue comme une étonnante success story d'un outsider. À la fin de la guerre, lorsque le régime nazi s'effondra et que les usines furent abandonnées, Quote 23 se retrouva dans une position de patrimoine indésirable, et même des grands groupes comme Quote 24 refusèrent de le prendre, proposant de racheter l'entreprise à prix minimal ou de la laisser simplement à l'abandon. Ainsi, même lors des années les plus sombres, elle a réussi l'impossible, repenser son activité, se reconstruire et se préparer à un retour grandiose, qui est devenu l'un des coups de théâtre d'entreprise les plus brillants de l'histoire. Cette capacité à se réinventer et cette persévérance ont permis à Quote 25 de sortir de l'ombre, de devenir un acteur majeur du marché mondial et, malgré tout, de réussir. En suivant le long et difficile parcours de cette entreprise, il est essentiel de comprendre que tout a commencé dans les années 30 du siècle dernier, durant une période extrêmement turbulente. En 1933, une figure nommée Adolf Hitler apparaît sur la scène politique allemande cruciale, devenant la même année chancelier fédéral. À cette époque, l'Allemagne était en plein chaos et en déclin économique. Après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, le pays se trouvait dans une profonde crise sociale et matérielle, frappé par une inflation galopante, des faillites massives d'entreprises et un chômage touchant des millions de citoyens. Pendant toute l'année 1920, environ 86 constructeurs automobiles ont travaillé en Allemagne, mais seuls 12 ont survécu, la plupart étant au bord de la disparition. Face à cette situation, l'idée est née de trouver un moyen de relancer l'économie. La stratégie principale proposée pour cela était la production de voitures. À l'époque, en Allemagne, les automobiles étaient encore considérés comme un objet de luxe. La plupart des entreprises restantes sur le marché ne pouvaient pas produire en masse des voitures abordables, car elles manquaient de fonds pour d'importants investissements, et la demande des consommateurs restait très limitée. La majorité des Allemands se déplaçaient en transport en commun, à vélo ou à moto. Seulement un homme sur 50 possédait une voiture. Inspiré par le succès de Henry Ford et de sa Model T, le dirigeant allemand rêvait de créer sa propre voiture pour le peuple. Sa stratégie consistait à créer une entreprise d'État appelée Quote 26, signifiant Quote 27, organisation conçue pour renforcer l'esprit national tout en développant l'infrastructure. Cette organisation se fixait comme objectif ambitieux la construction d'un vaste réseau d'autoroutes modernes, appelé Autobahnen, et la conception d'une voiture accessible et abordable pour les citoyens. Toutefois, dès le début, le plan a rencontré des difficultés logistiques, car les exigences pour la future voiture étaient très élevées. Hitler a exigé que la voiture soit suffisamment compacte pour accueillir toute une famille de 5 personnes. Elle devait en outre atteindre une vitesse de plus de 100 km/h pour surpasser les véhicules obsolètes. De plus, son prix ne devait pas dépasser 1000 Reichsmarks, à peu près le coût d'une petite moto de l'époque. Une autre condition importante était que la consommation ne dépasse pas 7 litres d'essence aux 100 km, ce qui aurait été acceptable pour une utilisation de masse.
Ainsi, en concevant une voiture abordable, Hitler chargea les développeurs de combiner plusieurs qualités essentielles en un seul véhicule: simplicité, rapidité, économie et accessibilité. Tout cela était prévu par sa conception particulière de la voiture future, qui devait devenir le symbole d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile allemande et une voiture de masse pour le peuple. À l'époque où ingénieurs et designers automobiles rêvaient de créer un véhicule capable de circuler librement et facilement sur les routes, avec un moteur suffisamment puissant pour assurer un déplacement confortable et stable, certains objectifs ambitieux existaient. C'est dans ce domaine, la conception de voitures à haute performance et facilité d'usage, que de nombreux constructeurs mondiaux n'étaient pas en mesure d'offrir des solutions répondant même approximativement à ces exigences. Certaines personnes pensaient même qu'il était pratiquement impossible d'atteindre une telle harmonie entre puissance, efficacité et accessibilité. Et tout cela semblait encore plus difficile à réaliser lorsque l'on parlait des géants de l'automobile allemand, réputés pour leur savoir-faire et leurs innovations, ainsi que pour leurs standards stricts en matière de nouveaux modèles. Cependant, les événements ont commencé à évoluer différemment lorsque des représentants de son cercle politique l'ont présenté à un homme qui, à cette époque, travaillait sur des développements très similaires dans leur essence. Cet homme était originaire de République tchèque. Il s'appelait Ferdinand Porsche. L'histoire de sa vie et de ses activités témoigne de manière exhaustive de son engagement envers son travail. Il a consacré des dizaines d'années à perfectionner l'art de la conception automobile, créant des voitures rapides et performantes pour différentes marques. Son objectif principal était de développer des voitures de course capables d'obtenir de bons résultats sur la piste, tout en restant accessibles et compréhensibles pour un large public d'amateurs de véhicules et de la population en général. Cependant, la passion de Ferdinand Porsche ne se limitait pas à la vitesse et à la puissance. Il croyait que le monde moderne nécessitait des solutions plus simples, compactes et pratiques. Son rêve était de créer une voiture qui ne serait pas seulement fiable et abordable, mais aussi facilement accessible aux gens ordinaires, afin que chacun puisse posséder sa propre voiture sans dépenser des sommes exorbitantes d'argent ni d'efforts. Pendant de nombreuses années, Porsche a tenté de convaincre différentes entreprises automobiles de soutenir ses idées, en leur présentant ses concepts et projets. Mais, malgré leur intérêt, aucune de ces sociétés n'a osé investir dans de telles innovations risquées, et seule une petite partie d'entre elles a compris la véritable portée et le potentiel de cette approche. Guidé par sa propre créativité et inspiré par le travail d'autres ingénieurs qui œuvraient aussi dans des idées similaires, en 1931, il a créé un prototype de voiture baptisé Porsche Type 12. Ce véhicule compact et léger était doté d'un moteur arrière et de la traction arrière, et sa forme aérodynamique, doucement courbée sur toute la carrosserie, permettait de réduire la résistance à l'air et d'améliorer l'efficacité du déplacement. Bien que ce prototype ait semblé prometteur et techniquement pouvoir servir de modèle à de futures créations, sa réalisation a rencontré de lourdes difficultés financières. Manquait des investissements et du soutien, ce qui a limité la production. Seulement 3 prototypes ont été construits. Heureusement pour l'ingénieur, leur rencontre s'est avérée très fructueuse. Les membres de son cercle politique, qui avaient rencontré Porsche et son œuvre, ont été impressionnés par le résultat. Le modèle répondait pleinement à leurs attentes et les surpassait même sur certains points. De plus, ces personnes étaient prêtes à soutenir une future collaboration, car l'appareil qu'ils avaient créé répondait à leurs propres exigences techniques et esthétiques. À cette époque, il n'y avait qu'un seul obstacle sérieux lié à la nationalité du constructeur. Porsche, en tant qu'homme d'origine tchèque, était considéré comme un « sous-homme » aux yeux du régime nazi. En effet, à cette période, en Allemagne, l'idée de supériorité raciale était largement répandue, et les personnes de cette origine étaient traitées avec mépris. Pour éviter ces obstacles liés à sa nationalité, Ferdinand Porsche a renoncé, en 1934, à sa citoyenneté tchèque et a rapidement obtenu la nationalité allemande. Ce changement lui a permis de collaborer plus facilement et de conclure les contrats nécessaires. Grâce au soutien de ses nouveaux amis et conseillers, l'ingénieur a réussi à obtenir une reconnaissance officielle. À cette époque, la construction d'une ligne de voitures similaire au prototype qu'il avait imaginé a commencé,
Il travaillait activement dans son garage, fabriquant et améliorant des moteurs simples et peu coûteux à refroidissement par air. Ce type de moteur étant indispensable pour atteindre les objectifs importants du projet. Finalement, il a opté pour un moteur à 4 cylindres d'un peu moins d'1 litre de volume. Une solution idéale pour créer une voiture économique, fiable et peu coûteuse à exploiter. Après avoir finalisé 3 prototypes de référence, 2 berlines et un cabriolet, Porsche a procédé à une série de tests. Il était satisfait des résultats obtenus, car la voiture répondait à ses exigences élevées. Par la suite, les créateurs ont basé la société automobile d'État sur cette fondation, lui donnant le nom de Volkswagen, ce qui signifie « voiture du peuple » en allemand. En 1937, sur la base de ces prototypes, une version finale a été conçue, que l'on a ensuite appelée KDF-Wagen, abréviation de l'expression allemande Kraft durch Freude, qui se traduit par « la force par la joie ». Ce nom symbolisait la conception de la voiture comme un moyen non seulement de transport individuel, mais aussi d'amélioration de la vie du plus grand nombre. En Allemagne, à cette période, ce véhicule a déjà reçu son nom officiel, Volkswagen, devenant ainsi le symbole d'une nouvelle approche dans la production automobile de masse. Dans les années 1980, ce véhicule a été présenté au public et aux amateurs d'automobiles lors du Salon de l'automobile de Berlin, où il a provoqué un véritable engouement. Une majorité d'acheteurs potentiels, d'ingénieurs et d'experts sont arrivés à la conclusion qu'il était vraiment difficile de ne pas remarquer cette voiture. Elle a plu à beaucoup grâce à son design original et à sa grande habitabilité. Cependant, certains, en examinant plus attentivement, ont noté qu'ils avaient déjà vu un modèle similaire auparavant, ce qui a suscité des questions et des débats sur l'origine et l'originalité de ce véhicule. Ainsi, l'histoire de la création de ce modèle, qui est devenu par la suite un symbole du transport accessible et populaire, a commencé avec les idées brillantes d'une personne, le soutien d'un État, ainsi qu'une compréhension de la nécessité de produire des voitures accessibles à tous, quel que soit leur statut social ou leur origine. Ferdinand Porsche n'est pas apparu dans son processus créatif comme sorti de nulle part, sans aucune base ni emprunt. En réalité, il a utilisé, voire consciemment emprunté, de nombreuses idées et développements d'autres ingénieurs qui travaillaient sur une conception similaire. Par exemple, il faut citer le modèle appelé Standard Superior de 1933, une voiture créée sous la supervision du journaliste automobile Joseph Ganz. Cette voiture se distinguait par son châssis à structure tubulaire, un moteur arrière et une suspension indépendante à axe oscillant, qui sont précisément ces caractéristiques qui allaient plus tard définir la Volkswagen. Les mêmes traits qui rendraient la Cox célèbre. De plus, cette voiture présentait une toiture caractéristique en forme de coupole, qui devint sa marque distinctive. La Standard Superior était également promue comme la « voiture du peuple allemand », et dans le cadre d'une campagne publicitaire, le nom Volkswagen, mot qui signifie « voiture du peuple », était même utilisé, et cela bien avant la fondation de la société Volkswagen elle-même. Toutefois, la production de ce modèle fut arrêtée seulement 2 ans plus tard, et par la suite, certains participants au projet furent persécutés par les nazis en raison de leur origine juive. En particulier, Joseph Ganz fut démis de ses fonctions et détenu pendant un certain temps en prison. Bien qu'il ait peut-être joué un rôle dans les premières conceptions du futur « voiture », les nazis ont utilisé son statut de juif pour le faire éliminer comme une menace potentielle dans l'industrie automobile. Cette histoire explique encore aujourd'hui pourquoi Ganz reste une figure relativement peu connue. Un autre exemple d'une histoire complexe concernant le design de Volkswagen est celle de l'évolution de l'automobile Tatra V570, créée en 1931 par les ingénieurs Henri Vinca et Eric Jubelacker. Sur cette voiture, on retrouve des traits similaires à ceux de la Cox. Moteur arrière, carrosserie élégante et incurvée, ainsi qu'un moteur bicylindre refroidi à air. À propos de cette voiture, il existe un fait intéressant. Elle m'a sincèrement enthousiasmé et j'ai personnellement exprimé à Porsche que c'était exactement la voiture qui correspondrait parfaitement à mon projet de route. Par la suite, les ingénieurs ont commencé à se rencontrer régulièrement pour discuter de leurs projets et idées, à partir de 1930 environ. Plus tard,
Ferdinand Porsche a avoué qu'il espionnait parfois les travaux de Vinca et Jubelacker, tout comme ils examinaient parfois les siens. Lorsque la Cox fut terminée, la société Tatra fut extrêmement contrariée par la ressemblance entre leur modèle et cette voiture allemande. En conséquence, Tatra menaçait Porsche de poursuites judiciaires pour violation du droit d'auteur. Cependant, Ferdinand décida de résoudre la situation à l'amiable, renonçant à engager une action en justice, et affirma qu'il prendrait l'affaire en main. Cela faisait environ 15 mois que des tanks allemands étaient entrés en Tchécoslovaquie, prenant le contrôle de l'usine Tatra. Le régime nazi força la société à cesser la production du modèle Typus 77, afin d'éviter toute association avec la « bête ». Peu de temps après, Tatra abandonna sa poursuite judiciaire, car la situation dans le pays changeait radicalement. En regardant encore plus loin dans le passé, le prototype, ou plutôt l'esquisse la plus ancienne du futur Quote 1, pourrait être considéré comme datant de 1925, lorsque le jeune étudiant Belberry, alors âgé de seulement 18 ans, créa quelques croquis du châssis pour la voiture populaire. Il est surprenant de constater que toutes les caractéristiques principales de cette idée correspondaient entièrement à celles qui se retrouvèrent plus tard dans le développement final de Ferdinand Porsche. En particulier, les esquisses incluaient des idées sur l'utilisation d'une caisse avec un cadre arrière, une suspension transversale, des ressorts, ainsi que le positionnement d'un moteur à plat, refroidi par air, placé près des roues arrière. Toutes ces caractéristiques trouvèrent leur expression dans le projet définitif de la Quad 2 après 13 ans. Ce qui est le plus remarquable dans ce fait, c'est que le design de la carrosserie, créé par Berry, était pratiquement identique à l'apparence finale du véhicule. Il est tout à fait évident que la Quad 3 n'était pas l'œuvre d'une seule personne, mais le résultat d'un effort collectif de nombreux ingénieurs talentueux, chacun apportant une contribution essentielle au projet final, tout en travaillant selon les normes professionnelles les plus élevées. Porsche était parfaitement conscient que tous ces développements étaient le fruit d'un collectif soudé, mais apparemment, il préférait fermer les yeux sur la concurrence et éviter tout affrontement lié aux questions de propriété intellectuelle. Bien que le projet Quat 4 bénéficiait du soutien du dictateur, qui semblait disposer de ressources inépuisables, la production de masse de la voiture restait un objectif inaccessible pour eux. En théorie, la voiture était prête. Il ne manquait plus qu'à la lancer en série, mais cela nécessitait encore plus de capitaux. Il fallait des fonds pour construire une grande usine destinée à la fabrication en série des véhicules. Il est également crucial de souligner que la direction nazie avait l'intention de construire une toute nouvelle ville qui devait devenir un projet véritablement grandiose. Cette ville devait s'appeler la Cité de la Force et de la Joie, conçue comme un véritable paradis du travail pour le peuple allemand, sur le modèle du Quad 5. L'idée consistait à créer une ville, symbole et incarnation du concept d'un ordre idéal, soumis aux idéaux nazis. Cette ville devait devenir une métropole unique, capable de rivaliser avec Détroit, le centre américain de l'industrie automobile. Pour sa construction, il était prévu d'utiliser les technologies les plus avancées et des méthodes de production innovantes, empruntées à Henry Ford. Le projet visait à faire de cette ville non seulement un centre technologique et industriel, mais aussi à en faire un modèle de standard de vie moderne et d'organisation du travail, ce qui en faisait un exemple à suivre dans toute l'Allemagne nazie. En général, le projet consistait à créer une base solide pour la production en série de voitures capables de fournir à l'Allemagne tout ce dont elle avait besoin, avec de grands plans pour le développement de l'industrie, des infrastructures et du cadre urbain. D'ici le début de l'année 1943, il était prévu de produire 5 millions de voitures par an, ce qui en ferait la plus grande usine automobile d'Europe. Pour réaliser ce projet ambitieux, une solution financière spéciale a été élaborée, un système d'épargne. L'idée était que les citoyens allemands devaient progressivement effectuer des paiements pour l'achat de leur voiture, en accumulant au préalable la somme nécessaire. Ces cotisations prévoyaient des versements hebdomadaires de 5 Reichsmark jusqu'à ce que le montant atteigne le prix de la voiture, 990 Reichsmark. Cette approche permettait aux gens d'économiser peu à peu, tout en rendant possible pour les citoyens ordinaires d'acquérir un moyen de transport personnel. Étant donné que beaucoup de personnes vivaient à l'époque avec des revenus modestes, ce système leur offrait la chance, d'une part,
d'économiser pour la voiture convoitée, et d'autre part, de soutenir partiellement le développement des industries locales, comme les usines dans leur ville. Pour contextualiser, il faut noter que l'économie allemande à l'époque était assez mal en point. Le revenu moyen d'un ouvrier ordinaire, par exemple, ne dépassait pas 32 Reichsmark par semaine. En conséquence, des versements réguliers de 5 Reichsmark toutes les 7 jours pouvaient constituer une véritable épreuve pour de nombreuses familles à faible revenu, créant une certaine tension financière. Cependant, malgré toutes ces difficultés et le risque pour le budget familial, ce système, apparemment douteux, remplissait néanmoins sa fonction. Ceux qui soutenaient le régime et croyaient en ses plans y étaient attirés. Beaucoup investissaient avec enthousiasme leurs modestes ressources, en espérant un jour recevoir la voiture promise. Au total, environ 14 000 personnes ont participé à ce système de cotisation hebdomadaire. Elles versaient 5 Reichsmark chaque semaine. Selon les estimations, plus de 280 millions de Reichsmark ont été collectés, fonds utilisés pour financer la construction d'une usine destinée à produire la voiture dans la ville qui lui a donné son nom. Cependant, malgré tous ces plans et efforts, ce système s'est avéré être un échec total pour le peuple allemand. L'usine, dont la production annuelle était supposée atteindre environ 1,5 million de véhicules, n'a en pratique produit que quelques centaines de voitures. De plus, toutes les voitures fabriquées finissaient finalement entre les mains de hauts fonctionnaires nazis et non des participants au programme. Ceux qui avaient investi leurs modestes économies dans ce qu'on appelait quote, « 42 » ne virent jamais la voiture promise et leur argent disparut sans laisser de traces. La réponse à cette histoire étrange réside dans le fait que cette usine, qui n'a jamais lancé de production commerciale de voitures de masse, était occupée à fabriquer d'autres produits, sans lien avec l'objectif initial. Parallèlement, dans le monde entier, existe l'histoire selon laquelle Volkswagen aurait utilisé le design du groupe des Beatles, les célèbres musiciens britanniques, pour créer leur propre véhicule. Cette histoire peut être l'un des exemples marquants de la manière dont de grandes entreprises se laissent parfois inspirer par des idées qui ne leur appartiennent pas et utilisent les réalisations d'autrui sans permission. Elle est comparable à ce qui se passe aujourd'hui avec notre vie privée en ligne. De nos jours, des malfaiteurs surveillent sans relâche les utilisateurs, volent des données personnelles, mettant chacun en danger. La fraude liée au vol de données personnelles ou aux fuites d'informations sur Internet devient un problème de plus en plus courant. Dans un contexte de risque constant, il est essentiel de se rappeler la nécessité de protéger ces informations personnelles. Et dans ce cadre, la technologie moderne intervient, les services VPN. Ainsi, la société sponsorisant cette vidéo est NordVPN. Ce service aide les utilisateurs à protéger leurs données de manière fiable en garantissant leur cryptage et en empêchant les pirates d'accéder à des informations confidentielles. Avec NordVPN, il est possible de naviguer sur Internet en toute sécurité, sans craindre la surveillance ou le vol de données. La société occupe une position de leader parmi les fournisseurs de VPN, grâce à sa vitesse élevée, à son vaste réseau de serveurs à travers le monde et à sa simplicité d'utilisation. Actuellement, une promotion spéciale est disponible. Un plan de 2 ans avec 4 mois d'abonnement gratuit en utilisant un lien spécial. Cela rend la navigation sur Internet plus sûre et plus sereine pour chaque utilisateur soucieux de sa vie privée et de la sécurité de ses données. L'une des caractéristiques les plus reconnaissables et souvent discutées des grandes multinationales est leur capacité à s'adapter à la localisation géographique, ce qui est particulièrement important dans le monde moderne où les frontières et les lois de différents pays entravent souvent l'accès libre au contenu souhaité. À cet égard, la popularité de services comme les réseaux privés virtuels, ou VPN, ne peut être surestimée. Ces outils permettent à l'utilisateur de changer virtuellement sa localisation sur Internet, comme s'il naviguait entre différentes régions du monde, sans quitter son ordinateur, smartphone ou autre appareil domestique. Pour une personne impliquée dans la création de contenu vidéo, cela est particulièrement pertinent, car souvent, en raison de restrictions géographiques, elle n'a pas accès à certains matériaux ou ressources nécessaires pour un travail complet. En particulier, l'un des services VPN les plus connus et largement utilisés est NordVPN. Ses avantages sont évidents. Il permet de sélectionner instantanément la localisation souhaitée en appuyant simplement sur quelques touches,
contournant ainsi les blocages imposés sur certains sites ou types de contenu en fonction du pays de l'utilisateur. Cela est très pratique pour ceux qui travaillent professionnellement dans le montage vidéo, explorent différents marchés géographiques ou souhaitent simplement accéder librement à l'information et aux médias sans restriction. Certains utilisateurs notent que l'utilisation de ce service est très simple, et la possibilité de choisir n'importe quel point sur la carte leur permet d'élargir constamment leurs horizons et leur accès au contenu. Si, pour une raison quelconque, le service choisi ou ses fonctionnalités ne répondent pas à leurs attentes ou ne conviennent pas, ils ont la possibilité de demander un remboursement dans les 30 jours suivant l'achat. Cette garantie offre une confiance supplémentaire dans le produit acheté et établit une relation de confiance avec l'entreprise fournissant le service. En général, NordVPN représente non seulement une commodité, mais aussi une fiabilité qui se fait particulièrement sentir dans l'ère moderne de l'information, où la protection des données personnelles et la possibilité d'explorer librement le monde des ressources Internet deviennent plus importantes que jamais. La contribution au développement et au soutien de telles technologies aide les gens à contourner les barrières et à s'ouvrir de nouveaux horizons, ce qui rend ce service très populaire et demandé parmi différents profils d'utilisateurs. Passons maintenant à un autre sujet qui suscite souvent un large débat public et des réflexions. Il s'agit de l'histoire liée aux voitures, en particulier au légendaire groupe Volkswagen. L'idée initiale de créer cette entreprise était très noble et ambitieuse. La tâche principale était d'aider à mobiliser des millions de citoyens allemands, leur fournir des moyens de transport, rendre les voitures accessibles aux populations ordinaires. L'idée consistait à concevoir un véhicule peu coûteux, fiable et pratique, que presque tout le monde pouvant se permettre, ayant besoin d'une voiture personnelle. Cependant, derrière cette coquille noble se cachait une idée bien plus sombre et sinistre, loin d'être motivée par le souci du bien public, mais plutôt par des intentions de nature plus obscure. Au cours du développement et de la production de la voiture Volkswagen, certaines exigences techniques existaient, qui à première vue semblaient tout à fait innocentes. Mais en y regardant de plus près, on peut noter que certaines d'entre elles avaient une orientation clairement militaire. En tant que l'un des exemples, on peut citer l'exigence de résistance du capot de la voiture. Il devait être suffisamment robuste pour supporter le tir d'une mitrailleuse. Un tel détail faisait de la voiture un véritable outil militaire, prêt à être transformé à tout moment en un moyen de combat ou à servir à des fins armées. Ainsi, au lieu de créer une voiture de masse pour les civils ordinaires, les concepteurs et les usines se rendirent rapidement compte que leur pratique conduisait à la préparation d'un parc entier de véhicules armés destinés aux forces armées. En 1938, des hauts responsables des SS approchèrent l'ingénieur Ferdinand Porsche avec la demande de créer une voiture allégée mais fiable pour l'armée allemande. Cette voiture devait fonctionner de manière optimale dans les conditions les plus extrêmes: terrain accidenté, intempéries et difficiles conditions de combat. Docile et talentueux, Porsche eut la chance de ne pas débuter le développement de zéro, mais de prendre comme base une plateforme et des composants existants, en utilisant des éléments déjà employés dans la construction de la célèbre voiture Colt 83. Ainsi, après environ un mois, il créa un prototype nommé Volkswagen Kübel, un nom qui désignait une petite voiture, rapidement devenue connue lors de l'invasion de la Pologne et utilisée par l'armée pour des opérations agressives. Il montra sa praticité et son aptitude en conditions de combat. Plus tard, après le début de la Seconde Guerre mondiale, Porsche se mit à concevoir des machines militaires encore plus sérieuses, basées sur la même plateforme. Parmi ces modèles, figura un fourgon de commandement, un véhicule spécial pour les commandants de haut rang et les forces armées. Il développa également une voiture amphibie à 4 roues, capable de se déplacer non seulement sur terre, mais aussi sur l'eau, voire sous l'eau. On l'appelait Quote 44. Grâce à ces innovations, Volkswagen passa rapidement du statut de simple marque automobile à celui de véritable usine de fabrication d'armement, capable de fournir à l'armée allemande du matériel même en temps de guerre. En 1940, l'usine Volkswagen de Wolfsburg devint une Quote 95 à part entière, ayant complètement cessé la production de voitures civiles pour se consacrer exclusivement à la fabrication d'équipements militaires et d'artillerie. Les capacités de production furent déployées à leur maximum pour fournir aux troupes tout ce dont elles avaient besoin,
mais la mise en œuvre dans la fabrication rencontra de graves difficultés. Le processus de production était fortement ralenti, car l'usine était gravement sous-effectif. En réponse à ce problème, l'entreprise prit des mesures draconiennes. Elle fit travailler des prisonniers de guerre, principalement soviétiques, ainsi que des civils polonais, contraints de travailler dans l'usine. À leur côté, furent également envoyés d'autres migrants et, ce qui suscite surtout horreur et indignation, des prisonniers juifs, transportés depuis des camps de concentration. Tous ces groupes, indépendamment de leur origine ethnique ou religieuse, étaient considérés par le système comme subalternes et inférieurs, vivant selon des règles d'esclavage. Des emplois leur étaient créés dans des conditions d'exploitation totale et de mépris de leurs droits, car pour le pouvoir nazi, ils n'étaient pas des êtres humains, mais simplement des ressources pour le travail. Ceux qui tombaient entre leurs mains faisaient face à un traitement terrible. Leurs habitations étaient extrêmement modestes. Ils étaient maintenus dans des conditions étroites, sales et inconfortables, nourris très pauvrement ou même de façon minimale, forcés à travailler de longues heures dans des conditions d'exploitation atroces, souvent en vivant dans des ateliers dangereux et insalubres. La productivité de ces ressources humaines était évaluée en échange d'une rémunération minimale ou n'était pas prise en compte du tout. Beaucoup mouraient en travaillant jusqu'à l'épuisement. L'un des travailleurs forcés polonais se souvenait plus tard du moment où, arrivé dans cet endroit terrible, il comprit son destin. Dans ces mots, il décrivait ce qu'il ressentit immédiatement après son arrivée dans la ville où se trouvait l'usine. 46. Il avoua qu'alors, il prit conscience pour la première fois de son rôle précis et de son statut. Il était un prisonnier esclave. Les premiers jours dans cet endroit lui révélèrent une vérité dure. Il n'était qu'un objet qu'on pouvait manipuler à sa guise et utiliser pour alimenter la machine de guerre. C'était une sorte de réalité terrible qui devint pour lui et pour beaucoup d'autres une confirmation qu'ils étaient, pour la plupart, des outils vivants, dépourvus de toute dignité humaine. Ce sont justement ces circonstances, ces horreurs et ces brutalités liées au travail forcé dans une grande base de production militaire qui sont devenues une page tragique de l'histoire, laissant à jamais une trace dans la mémoire de l'humanité. Sur le site de l'usine se trouvaient des camps de concentration où les prisonniers du régime hitlérien, parmi lesquels se retrouvaient aussi bien des détenus que des travailleurs forcés, perdaient leur liberté. Malheureusement, il n'y avait pas de séparation par sexe dans ces camps, ce qui conduisit à ce que de nombreuses femmes, en conditions de détention difficiles, se retrouvent enceintes. Ce fait représentait l'un des aspects sombres de leur détention, car des conditions non destinées à la grossesse et une obligation constante conduisaient peu à peu à ce que certaines femmes deviennent mères directement dans les espaces confinés des camps. Au début, les femmes condamnées, une fois leur grossesse connue, étaient simplement renvoyées dans leur pays, car il était plus facile de se débarrasser des problèmes additionnels et de réduire les coûts. Quant à celles d'origine juive, comme prévu, elles étaient renvoyées dans les camps de concentration d'où elles avaient été initialement transférées. Mais avec l'agrandissement du conflit et la complexification des schémas logistiques pour les déportations, les autorités allemandes cherchèrent de nouvelles méthodes pour gérer cette situation. Ainsi, apparut ce qu'on appelait un établissement spécial, un prétendu refuge pour les nouveau-nés. L'idée était de créer un lieu où les femmes enceintes pouvaient accoucher en paix et où les nouveau-nés pouvaient recevoir les soins postnatals nécessaires. Cependant, la réalité s'avéra bien plus sombre qu'il n'y paraissait au premier abord. La fonction véritable de cet établissement ressemblait plutôt à une mise à mort pour les nouveau-nés. Dès leur naissance, lorsqu'ils étaient confinés dans ce bâtiment, ils subissaient négligence et maltraitance. Beaucoup d'entre eux étaient laissés sans aucun soin, ce qui entraînait leur décès rapide. La majorité des bébés mouraient de faim, faute d'une alimentation suffisante, ainsi que par absence de soins médicaux et de soins élémentaires. Les efforts des mères qui leur rendaient visite n'étaient pas en mesure d'empêcher cette tragédie. Lorsqu'une mère voyait son tout-petit, elle trouvait souvent celui-ci couvert de nombreuses plaies, de morsures d'insectes et souffrant de refroidissement. La structure de cet établissement était très bon marché. Ces matériaux d'isolation ne protégeaient pas les enfants du froid et des courants d'air. Le personnel médical, recruté par les entreprises dans le cadre de la production dans les usines, manquait pratiquement d'initiatives pour soigner ces enfants.
La seule exception était une employée, Hilda Lammers, qui ne pouvait rester insensible aux souffrances des bébés et prenait la parole pour protester contre les conditions de détention et de traitement. Cependant, ces protestations étaient ignorées, et après plusieurs tentatives pour attirer l'attention sur cette situation, elle subit des pressions sous forme de menaces d'envoyer s'éveiller dans un camp de concentration. Les évaluations de cette tragédie montrent qu'au cours de l'existence de cette sinistre institution, au moins 365 bébés et tout-petits sont morts, un nombre de victimes innocentes effrayant. Ce lieu n'avait pas été créé pour prendre soin des enfants, mais uniquement pour ramener aussi vite que possible les femmes enceintes sur leur lieu de travail, laissant derrière elles leur nouveau-né afin de ne pas perturber le processus de production. Au plus fort de la guerre, plus de 80% de la main-d'œuvre de la société Quad 47 était composée de travailleurs forcés. Fait intéressant, à cette époque, la plupart des véhicules militaires et transports de l'Allemagne nazie n'étaient pas produits dans les usines propres à Quad 48 ou d'autres constructeurs automobiles allemands tels que Quad 49, Quad 50 et Quad 51. Ces entreprises étant vraiment intégrées dans l'industrie de guerre, réalisant des commandes de production d'équipements militaires. En réalité, la majorité des machines de guerre, comme les bombardiers, les systèmes de missiles et les installations pour chasseurs, étaient assemblées dans des entreprises américaines situées en Allemagne et appartenant à des multinationales américaines. Par exemple, les sociétés Quad 52 et Quad 53, ainsi que leurs filiales en Allemagne, occupaient depuis longtemps des positions importantes sur le marché automobile allemand, contrôlant plus de la moitié de ses parts. Lorsque l'Allemagne nazie, pendant la guerre, s'est concentrée exclusivement sur des objectifs militaires, ces grands constructeurs automobiles américains ont également joué un rôle crucial dans la production de guerre. Les capacités de production de Quad 54 en Allemagne, par exemple, fabriquaient des milliers de bombardiers et de systèmes de propulsion à jet pour avions de chasse destinés aux forces nazies. Parallèlement, leurs usines américaines fournissaient des moteurs pour les avions de l'armée américaine. Ford livrait quant à lui plus de la moitié de tous les camions moyens et lourds de l'Empire, ainsi que d'autres matériaux nécessaires à la guerre. En conséquence, lorsque les forces alliées commencèrent leur avancée réussie en France à la fin de 1944, leur progression fut considérablement entravée et ralentie par la présence d'équipements militaires et de moyens de transport produits dans ces filiales allemandes. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde fut secoué et simultanément perplexe par une découverte surprenante au cœur de l'Allemagne dévastée. Il s'avéra que les deux camps du conflit, alliés et allemands, utilisaient les mêmes machines, des véhicules fabriqués par de grands géants américains de l'automobile tels que Ford et General Motors. Ce fait devint une sorte de paradoxe. Malgré l'affrontement brutal sur les fronts et la guerre féroce, les deux parties utilisaient à leur fin la production des mêmes entreprises internationales. Cependant, si dans le cas des États-Unis et de leurs constructeurs automobiles, profitant de leur collaboration avec le Troisième Reich, cette problématique semblait plus évidente, la situation avec les usines allemandes était beaucoup plus compliquée et mystérieuse. Il s'avéra que ces usines, produisant des voitures et des composants pour l'armée allemande, devinrent des cibles importantes des bombardements des forces aériennes alliées. Elles furent attaquées, ce qui les rendait vulnérables et constituait une source constante d'anxiété pour les travailleurs et la direction. Pourtant, malgré de nombreux raids aériens, la production dans certaines de ces usines continua suffisamment longtemps pour permettre aux usines de s'arrêter puis de redémarrer, suscitant chez les employés la crainte de perdre leur emploi à cause d'un nouveau cycle de bombardement. Et pourtant, à la surprise de beaucoup, ces usines allemandes, y compris de grandes entreprises de l'industrie automobile, parvinrent à éviter une destruction massive. Pourquoi cela s'est-il produit? La raison en était leur localisation stratégique, extrêmement difficile à repérer à temps. Le fait est que ces usines avaient été construites si près des lignes de front qu'aux forces aériennes américaines et britanniques, elles en ignoraient jusqu'à la fin de la guerre. Face à la destruction totale et au chaos en Allemagne, la majorité de l'industrie fut complètement épuisée et ruinée. Mais certaines entreprises, y compris les usines automobiles, parvinrent à préserver leur capacité de production principale. Cela concernait notamment l'usine, qui, à cette époque, portait le nom de « Ville de la force et de la joie », symbole d'espoir et de puissance de l'industrie allemande, mais qui, par la suite, devint en ruine,
une ombre de sa gloire passée. En ce qui concerne la célèbre Volkswagen, à ce moment-là, elle représentait une organisation presque abandonnée, ayant perdu tout lien avec son objectif initial et ayant acquis le statut d'une entreprise sans propriétaire. En réalité, pendant la guerre, Volkswagen faisait partie d'une structure gouvernementale, une organisation nationale socialiste appelée le Front allemand du travail. Après la fin de la guerre et la dissolution de cette organisation, qui représentait le mal par sa nature et était utilisée à des fins militaires, cette société se retrouva dans un état de chaos total. Les Alliés, notamment les forces anglo-américaines, étaient résolument déterminés à détruire Volkswagen complètement. Leur objectif était de se débarrasser à jamais du symbole du nazisme et de toute sa production, y compris cette firme automobile. Cependant, la marque Volkswagen elle-même survécut malgré tout, et aujourd'hui, elle demeure une entreprise grande, prospère et puissante, ayant surmonté de nombreuses difficultés et étendu ses horizons au fil des années. Cela soulève une question. Qu'est-il advenu après la fin du conflit et la destruction de l'Allemagne? Finalement, la ville, autrefois connue sous le nom de Force et Joie, reçut un nouveau nom, Wolfsburg, ce qui signifiait la forteresse du loup, selon la décision des autorités américaines. L'usine, gravement endommagée par les bombardements, fut confiée à l'armée britannique, et c'est là que commencèrent de nouvelles tentatives pour rétablir l'ordre. Un jeune officier britannique énergique nommé Ivan Hurst fut nommé sur place, chargé de la tâche: éliminer l'usine détruite, démonter ou vendre toutes les pièces détachées et le matériel, afin de supprimer toute menace potentielle et d'assurer la sécurité. Mais c'est justement lors de cette mission qu'il fit une découverte inattendue. Dans une partie en ruine de l'usine, il trouva un prototype du KDF Wagen, une voiture considérée à l'époque comme le projet d'une voiture populaire. Et ce qui était intéressant, l'équipement et la technique de production n'étaient pas aussi gravement endommagés qu'on ne le pensait. Certaines machines pouvaient encore être utilisées. Elles étaient tout à fait aptes à l'exploitation. En tant qu'ingénieur de formation, Ivan Hurst comprenait immédiatement le potentiel de cette voiture était énorme. Il voyait une possibilité de sauver et de redonner vie à l'usine, car les machines et les technologies étaient encore opérationnelles, et les gens avaient besoin d'emplois et de moyens de transport abordables. À ses yeux, il aurait été logique de reconstruire l'usine, d'offrir aux gens la possibilité de travailler, de gagner leur vie et de posséder leur propre voiture, plutôt que de détruire cette infrastructure précieuse. Cependant, comme c'est souvent le cas dans de telles situations, ces idées n'étaient pas partagées par la majorité. Les autres acteurs du processus et les commandants militaires n'étaient pas d'accord avec sa vision. Ils considéraient qu'il valait mieux détruire complètement l'usine, en lien avec l'autorité nazie et produisant pour des fins militaires. Ivan Hurst a tenté de convaincre la direction britannique de céder la gestion de Volkswagen aux constructeurs automobiles britanniques, estimant que cela permettrait une utilisation plus rationnelle de la technologie restante et servirait le bien commun. Mais sa proposition a été rejetée. Les représentants des fabricants britanniques ont répondu que les véhicules de cette production ne répondaient pas à leurs standards et que leur design semblait peu attrayant pour le client moyen. De plus, ils ont refusé de reconnaître un tel projet comme faisant partie de l'industrie commerciale, estimant que la production de cette voiture à grande échelle n'était pas judicieuse. Malgré ce refus, le major Hurst n'a pas perdu espoir. Il comprenait que l'armée et l'économie britannique avaient besoin de véhicules fiables, et une idée lui est venue. Trouver une autre manière de mettre en œuvre cette technologie, aider à restaurer l'entreprise et créer des emplois. Cependant, les prochaines étapes et plans des commandements américains et britanniques demeuraient incertains, car la nécessité de fournir des moyens de transport fiables pour leurs besoins devenait de plus en plus pressante. Pendant que la plupart de leurs véhicules étaient détruits lors des combats, Hurst a décidé de unir ses efforts avec ceux d'autres pour créer une nouvelle machine qui pourrait devenir une alternative digne à de nombreux véhicules militaires et civils en Allemagne. Ainsi est née l'idée de rassembler à partir de ressources disponibles un véhicule légendaire, le KFZ Wagon, une carriole artisanale semi-terracotta, peinte en camouflage, destinée à un usage de masse. Ce véhicule a immédiatement attiré l'attention des militaires britanniques,
car ils étaient curieux de savoir dans quelle mesure une telle substitution radicale pourrait être fiable et abordable. Leur a plu l'idée, et ils ont rapidement passé commande de 20 000 de ces punaises, ainsi nommées en raison de leur aspect original et de leur petite taille. Bien que Goodyear Hearst ait réussi à préserver l'existence de Volkswagen, ses efforts ultérieurs ont rencontré de grandes difficultés. Il a compris que de très durs défis l'attendaient. C'est pourquoi il a d'abord commencé à mobiliser activement des employés dans l'usine située à Wolfsburg. Mais il a rapidement été confronté à un problème imprévu. Le personnel était extrêmement marqué par les années de difficultés passées. Les gens y étaient tellement durcis et figés dans leurs opinions qu'ils suivaient strictement les ordres militaires. Pour établir un quelconque contact avec les ouvriers, Hearst s'est vu contraint, contre sa volonté, de choisir l'uniforme militaire comme symbole d'autorité et de rigueur. Ce n'est qu'après cela qu'il a pu établir une communication. Outre ces difficultés internes, ils ont également dû faire face à un hiver rigoureux qui a frappé le pays avec une brutalité particulière. À cette époque, la nourriture et les ressources essentielles étaient constamment en pénurie et une grande partie de la population traversait des périodes de famine sévères. En conséquence, selon des estimations importantes, malgré tous leurs efforts, des centaines de milliers d'Allemands sont morts de sous-alimentation et de maladies associées. Dans une telle situation difficile, le major Hearst s'efforçait de faire tout son possible pour prendre soin de ses subordonnés et des employés de l'usine de Wolfsburg, car ce sont précisément ces personnes qui constituaient sa base et son soutien en cette période difficile d'après-guerre. De plus, un problème de matériel et d'approvisionnement s'était posé. Le pays souffrait d'une pénurie aiguë de matières premières et de matériaux nécessaires à la fabrication de voitures. À l'usine elle-même, on observait un manque de postes de travail et d'espace, ainsi qu'un besoin en ingénieurs et designers qualifiés. Cependant, la situation s'était encore compliquée du fait que la plupart des ingénieurs, designers et responsables travaillant ici avaient été détenus et arrêtés à la demande des forces alliées, qui étaient particulièrement prudentes à l'égard des personnes ayant un passé potentiellement lié au parti nazi. Parmi eux se trouvait le célèbre Ferdinand Porsche, l'un des créateurs de la voiture légendaire, associé à l'élite nazie, et qui fut donc victime de mesures répressives. En conséquence, Hearst se trouva face à un choix difficile. Il commença à faire valoir sa propre ligne et à conclure des accords avec ce qu'on appelait les -bas, quote, -bas, 62-bas, -bas, échange avec des représentants des forces alliées pour obtenir la liberté d'ingénieurs dangereux afin qu'ils puissent continuer à travailler à l'usine. Peu à peu, grâce à ces négociations compliquées et à un travail acharné, Volkswagen commença progressivement à produire des voitures. Bien que le processus ait pris du retard, la société devint l'un des premiers constructeurs automobiles allemands d'après-guerre à reprendre la production après la guerre. Malgré de nombreuses difficultés et retards, l'entreprise réussit à restaurer sa production en un temps record et à revenir sur le marché, mettant en évidence sa résilience et sa volonté de survivre. En avril 1948, les autorités britanniques, ne voyant pas d'autre issue, proposèrent de confier la gestion de l'usine à des représentants des grands constructeurs occidentaux, américains, australiens, français et britanniques. Tous refusèrent cependant. Des négociations interminables eurent lieu, ainsi que des tentatives pour trouver un acquéreur capable de gérer l'usine, mais aucune société occidentale n'y montra un intérêt particulier ou n'envie de perspective. À la fin mars 1948, la situation était devenue si critique que les Britanniques se retrouvèrent désespérés. Ils proposèrent alors de vendre entièrement la société Ford, gratuitement, espérant se défaire des problèmes de gestion de l'usine. Henry Ford II se rendit personnellement en Allemagne pour inspecter l'usine, afin de déterminer si sa célèbre entreprise était adaptée. Mais, à son arrivée, il entendit le conseil de son partenaire commercial, qui l'avertit. Quote, 63. Ce conseil s'avéra décisif. Finalement, les deux parties abandonnèrent la transaction. Ne trouvant pas d'acheteurs intéressés parmi les entreprises occidentales, les Britanniques décidèrent de laisser l'usine aux mains des Allemands. Ils nommèrent à la direction Heinz Nordhoff, un ingénieur allemand ayant travaillé précédemment chez BMW et Opel.
Il a constaté à quel point la situation autour de Volkswagen était compliquée et difficile. Mais il a immédiatement souligné son principal atout, le potentiel de l'idée elle-même et celui de la marque. Dans ses plans, il a décidé de se concentrer sur la production d'un seul modèle, précisément la Götting ou Beetle, la célèbre petite voiture, qui jouissait déjà d'une grande popularité à l'époque. Il a conservé le style de cette voiture, en mettant l'accent sur sa reconnaissance et sa simplicité, tout en perfectionnant la base technique et en améliorant l'équipement technique de la voiture. Cette approche a permis d'accroître l'efficacité de la production, de la rendre plus cohésive et plus économique. Nordhoff n'a pas laissé passer l'occasion et a immédiatement commencé à exporter la Beetle au-delà de l'Allemagne, afin d'assurer à un large public international une voiture accessible et fiable, pratique et abordable pour les habitants de différents pays et continents. Une telle démarche stratégique a permis à l'entreprise non seulement de regagner ses positions sur le marché, mais aussi de renforcer sa présence sur la scène mondiale. Au début, la stratégie d'expansion commerciale par l'augmentation des revenus et l'accès à de nouveaux marchés européens semblait être une démarche audacieuse et risquée. Cependant, malgré cela, elle a fini par répondre à toutes les attentes. Le peuple allemand, ayant vécu de longues années de dévastation après la guerre, souffrait encore de difficultés financières, et c'est précisément à ce moment-là qu'apparaître une nouvelle voiture est devenu un vrai soulagement pour beaucoup. La coccinelle a répondu à leurs attentes grâce à ses avantages, un prix bas, une grande économie d'énergie et une fiabilité. Ces qualités se révélaient particulièrement utiles, permettant aux gens non seulement d'acquérir un véhicule, mais aussi de se sentir plus confiants dans un contexte de précarité économique. À la fin des années 1940, soit 45 ans après le début de la production de masse, un tiers de toute la production de Volkswagen était exportée en dehors de l'Allemagne. Durant cette période, plus de 27 000 unités de voitures avaient été vendues sur 18 marchés différents dans le monde, ce qui représentait un réel succès. Renforçant peu à peu ses positions en Europe et en Amérique du Sud, l'entreprise se transformait progressivement en un constructeur fiable et prometteur. Cependant, autant la coccinelle gagnait en popularité en Europe et en Amérique du Sud, autant la situation aux États-Unis était tout autre. Les Américains n'éprouvaient pas beaucoup d'intérêt pour cette voiture compacte et simple. Ils préféraient des véhicules plus grands et plus puissants, qui étaient alors extrêmement populaires et symbolisaient le statut et le succès. Par ailleurs, l'idée même de la coccinelle évoquait des associations avec un passé négatif, le régime nazi, ce qui, dans l'Amérique d'après-guerre, était perçu très négativement. Certains Américains ont même surnommé cette voiture le bébé, Baby. En fin de compte, lors de la première tentative de vendre la coccinelle en Amérique, en 1991, seulement 2 voitures ont été achetées, ce qui témoigne d'une faible demande. De plus, les voitures importées à l'époque étaient souvent considérées comme coûteuses et risquées à l'achat. Face aux pannes ou à la nécessité d'entretien, leurs propriétaires rencontraient fréquemment des difficultés. Il n'était pas facile de trouver un mécanicien compétent ou un centre de service, et la réparation elle-même était souvent longue et coûteuse. Les pièces de rechange devaient fréquemment être commandées et expédiées de l'étranger, ce qui augmentait les coûts et le délai de réparation. Dans de telles conditions, les craintes et les doutes des acheteurs américains semblaient parfaitement justifiés. Conscient de toutes ces préoccupations, Günther Nordhoff, responsable de l'initiative mise en place, décida de régler le problème en profondeur. Il créa aux États-Unis une division spécialisée, la société Volkswagen of America, et commença à étendre activement le réseau de concessionnaires et de centres de services à travers le pays, afin d'apporter aux clients potentiels le soutien et la confiance nécessaires. Cette mesure stratégique permit d'accroître considérablement la confiance des consommateurs américains envers le produit. Avec l'expansion du réseau, les acheteurs du Cox commençaient à réaliser que la voiture n'était pas du tout quelque chose de compliqué ou de sans fiabilité. Bientôt, il devenu évident. Dans l'ensemble, cette petite voiture pratique fut perçue de façon beaucoup plus positive par les Américains. Avec le temps, le Cox devint un symbole du mouvement contre-culturel, acclamé par les jeunes et les gens libres. Dans les années 50, l'Amérique vivait une période de prospérité. L'économie connaissait un boom d'après-guerre, et la majorité de la population achetait des voitures de plus en plus grandes, des maisons luxueuses
et des objets coûteux. Toutefois, parmi ces acheteurs, commencèrent à apparaître ceux qui en avaient assez des excès, du show-off et des valeurs matérielles. Ces jeunes, élevés dans l'abondance et la richesse, ressentaient de plus en plus leur fatigue face à cette agitation. Ils étaient attirés par des concepts de simplicité, de liberté et d'indépendance que le Cox symbolisait précisément. Cette voiture était le choix idéal pour ceux qui cherchaient un moyen de transport fiable, abordable et facile à utiliser. Contrairement aux voitures plus grandes et plus voyantes, comme la Chevrolet Impala américaine, le Cox coûtait 2 fois moins cher et consommait 2 fois moins de carburant. Ces avantages en faisaient un produit particulièrement attractif pour les jeunes, valorisant la praticité et la liberté. En conséquence, avec seulement 6000 Cox vendus en Amérique en 1954, le nombre de voitures écoulées augmenta jusqu'à plus de 100 000 en 1958. L'un des aspects clés de ce succès était que presque toutes les ventes se faisaient par bouche à oreille, car Volkswagen utilisait pratiquement peu de publicité jusqu'en 1959, lorsque la direction décida de lancer sa première campagne publicitaire. Cela a constitué une véritable avancée, car à cette époque, les constructeurs automobiles américains dépensaient d'énormes sommes en publicité pour des véhicules plus grands et plus éclatants, ciblant un mode de vie associé au luxe, aux demeures en banlieue, aux montagnes et à un sentiment de sexualité. À l'inverse, Volkswagen a choisi une voie totalement différente. L'entreprise s'est concentrée sur le marketing destiné à ceux qui apprécient l'honnêteté, la simplicité et la praticité, plutôt que l'exhibition de richesse et de glamour. Cette approche a permis à la coccinelle de toucher le cœur de ceux qui cherchaient avant tout un moyen de transport fiable, sans fioritures ni artifices, et de devenir un symbole d'un nouveau type de conducteur recherchant la liberté et l'intimité, loin des valeurs mainstream. À cette époque, lorsque la majorité des travailleurs menaient une vie modeste, suivant le principe de vivre selon ses moyens, et appréciaient l'humour comme une partie importante de leur existence, une voiture particulière fit son apparition, captivant immédiatement l'attention par son design atypique et son allure unique. Cette voiture est devenue, en essence, un symbole de fiabilité et d'efficacité, capable de prouver au monde ce qui mérite vraiment l'attention, surpassant bon nombre d'autres véhicules de son époque en termes de performance. Contrairement à certains constructeurs qui promettaient souvent l'impossible pour ensuite décevoir leurs clients, cette entreprise préférait parler honnêtement de ses capacités et de ses limites. Elle ne promettait rien d'inaccessible, mais montrait sincèrement aux consommateurs ce dont elle était capable, tout en précisant ce qu'elle ne pouvait pas offrir. Cette démarche de transparence a rapidement forgé la réputation d'une entreprise honnête et fiable, et face à diverses astuces marketing, beaucoup ont appris à aimer cette marque pour son authenticité et sa clarté. Ce modèle, appelé coccinelle, connaît rapidement une grande popularité, non seulement dans son pays, mais aussi à l'étranger. Au cours des années 1960, ses ventes atteignirent des millions d'unités et la voiture devint un véritable phénomène international. Elle conquit le cœur de millions de personnes à travers le monde, y compris ceux qui, auparavant, faisaient sans doute partie des « Américains peu enclins » ou sceptiques. Le succès de cette voiture ne se limita pas uniquement à la qualité et à la reconnaissance du modèle, mais s'appuya aussi sur des aspects culturels. Par exemple, Volkswagen a activement exploité la popularité de son produit dans la culture populaire, en faisant apparaître dans le film « L'histoire de la puce préférée » son personnage, Herbie, l'amour de la puce, un héros fantasque incarnant justement cette célèbre coccinelle. Ce film est devenu un succès au box-office, contribuant grandement à diffuser l'image de la voiture, dont la popularité ne fit qu'augmenter. Cet aspect marquant contribua également à transformer complètement l'image de l'entreprise, qui était auparavant associée à un passé sombre, celui de l'Allemagne nazie et de ses projets industriels. En fin de compte, Volkswagen a réussi à se défaire de cette étiquette historique indésirable et à se positionner comme un fabricant honnête et innovant. Le sommet de la popularité de la coccinelle a coïncidé avec les années où la file d'attente pour obtenir une voiture devenait si longue que les acheteurs devaient attendre entre 12 et 18 mois pour recevoir leur nouvelle voiture. Ce phénomène témoigne d'une demande colossale, et même si parfois la voiture était considérée comme peu digne de susciter quelque admiration,
Les ventes continuaient toutefois à augmenter et dépassaient toutes les prévisions. Après avoir vendu plus de 15 millions d'exemplaires au XXe siècle, cette voiture abordable, apparemment quote 85, a surpassé en popularité la légendaire Ford T et est devenue le modèle le plus vendu au monde. Cependant, malgré ses succès, la concurrence ne restait pas inactive et le temps passait. Bientôt, Volkswagen sentit qu'une tempête de problèmes se profilait à l'horizon, risquant de mettre en péril sa survie future. En ce qui concerne la carrière mondiale de la Quad 7, elle a apporté à la société une immense renommée et des profits importants. Toutefois, en interne, des processus avaient déjà commencé, signalant la nécessité d'un renouvellement. Tandis que la Quad 8 avait construit une clientèle fidèle à travers le monde, le constructeur allemand faisait face à un déficit d'innovation et à un développement peu dynamique, incapable de suivre la vague du marché automobile américain. Et tout cela parce que les années 70 arrivaient et que de sérieux changements commençaient à secouer ce marché. Tout d'abord, à cause de la crise pétrolière causée par les conflits énergétiques et la hausse des prix du pétrole. Ces événements ont incité les Américains et d'autres consommateurs à revoir leurs préférences et à changer radicalement leur approche du choix d'un véhicule, en privilégiant des modèles plus économes en carburant. En conséquence, la population a massivement migré vers de nouvelles voitures, plus modernes, plus économiques et moins nuisibles pour l'environnement. Parmi celles-ci, les automobiles japonaises comme Honda et Toyota se distinguaient par leur efficacité énergétique, leur design moderne, des cabines plus spacieuses et un confort accru. Ces modèles, presque au même prix que la Quad 9, offraient toutefois beaucoup plus d'espace intérieur et paraissaient plus modernes, ce qui devenait un critère important pour les acheteurs. La nouvelle réglementation sur la sécurité écologique, instaurée par l'introduction de normes d'émissions plus strictes, menaçait également la survie du moteur traditionnel de la -bas, quote, -bas, 10-bas, connu pour son refroidissement par air. Ces normes exigeaient le développement de nouvelles technologies, ce qui forçait Volkswagen à procéder à une modernisation radicale et à rechercher des solutions conformes aux nouvelles exigences. Par ailleurs, la perception de la sécurité des voitures devenait de plus en plus critique. Des rapports de plus en plus nombreux évoquaient de graves accidents, avec un taux élevé de pertes humaines, notamment lors d'accidents impliquant la quote 11. Tout cela, combiné à la concurrence croissante des fabricants américains et japonais, a progressivement fragilisé la position de cette voiture légendaire sur le marché américain. Les ventes ont commencé à chuter rapidement, et la direction de l'entreprise a été contrainte de rechercher des solutions pour sortir de cette situation. À cette étape, la société travaillait déjà sur la création d'une nouvelle génération de modèles capables de répondre aux normes strictes en matière d'émissions, d'économie de carburant et de sécurité. En réalité, le développement de nouvelles voitures avait commencé dès le début des années 1960 pour assurer une transition en douceur des anciennes structures vers des véhicules modernes, capables de comprendre et de s'adapter aux nouveaux défis de l'époque. Cependant, la Quad 12, grâce à sa longévité étonnante et à sa popularité, semblait encore suffisamment stable pour attendre. Le temps passait, et l'élan d'innovation de l'entreprise n'était pas venu à point, rendant nécessaires des changements urgents déjà en pleine crise. En conséquence, de nombreux prototypes indéfinis et versions préliminaires de nouveaux modèles furent réalisés. Restant souvent en phase d'expérimentation, beaucoup d'entre eux se révélèrent non prêts ou furent totalement abandonnés. Cela entraînait une crise financière grave, l'entreprise perdait des bénéfices et le niveau des ventes chutait rapidement. Au début des années 1970, la coccinelle avait disparu des marchés américains, n'ayant pas réussi à se conformer aux nouvelles normes de sécurité et écologiques. De plus, la perte de confiance des consommateurs et l'aggravation de la réputation entraînèrent des pertes importantes. Heureusement, la société allemande disposait d'un avantage crucial. L'acquisition d'Audi en 1969 lui permit d'accélérer considérablement le développement de nouvelles technologies. C'est grâce à ces systèmes modernes, notamment le refroidissement du moteur par liquide et la conception avancée des voitures à traction avant,
que Volkswagen put rapidement structurer la production de nouveaux modèles répondant aux normes les plus strictes de l'époque. Cette base technologique devint un tremplin pour la création d'une gamme de nouvelles voitures, qui, en peu de temps, commencèrent à satisfaire aux exigences en matière de sécurité écologique, d'économie de carburant, tout en offrant un niveau supérieur de sécurité pour le conducteur et les passagers. Au milieu des années 1970, Volkswagen lança sur le marché plusieurs nouveaux modèles, parmi lesquels un véhicule compact ressemblant à une version coupée de la Polo, ainsi qu'un modèle plus grand et très populaire à l'époque, la Golf. Bien que la direction ne s'attendît pas initialement à ce que ces nouveautés rencontrent un vif succès, c'est la Golf, cette sorte de frère sportif et moderne de la classique coccinelle, qui conquit instantanément le cœur des amateurs d'automobiles européens. Elle se distinguait non seulement par une esthétique extérieure plus dynamique, tout en restant facilement identifiable, mais aussi par un haut niveau de performance, d'économie et un style sportif plus moderne que celui de son prédécesseur. Ces qualités ont permis à la voiture non seulement de prendre rapidement la tête du marché, mais aussi, avec le temps, de rendre la marque Volkswagen l'une des plus populaires et des plus vendues dans le monde automobile. Dans les années suivantes, notamment à la fin des années 70, l'entreprise a fait un pas audacieux en lançant une version améliorée de sa berline, connue sous le nom de DAA. Ce modèle, qui est également devenu un véritable succès commercial pendant plusieurs décennies, a joué un rôle important dans la relance de Volkswagen après les crises liées à la popularité de la coccinelle, renforçant sans doute la confiance dans le succès de la marque. Grâce à ces succès, Volkswagen a pu non seulement stabiliser sa position dans l'industrie automobile mondiale, mais aussi étendre son influence en acquérant au fil des années plusieurs autres marques automobiles prestigieuses et renommées, telles que Lamborghini, Bentley, Bugatti, Scania et Porsche. En fin de compte, ces démarches stratégiques ont transformé l'entreprise en l'un des plus grands fabricants mondiaux de véhicules, avec des ventes atteignant des millions d'unités. Cependant, malgré une croissance impressionnante, une diversification de l'offre et un renforcement des positions sur les marchés mondiaux, la situation aux États-Unis a commencé à évoluer moins favorablement qu'espéré. Dans ce pays, où un niveau solide de confiance avait autrefois été instauré entre la marque et les consommateurs américains, des changements ont commencé à se produire, et ces transformations ont rapidement commencé à affecter la réputation de la société. Après la chute de la popularité de la coccinelle aux États-Unis, leur existence et développement futur dépendaient en grande partie des ventes des modèles populaires Golf et Jetta, ce qui leur a permis de maintenir une présence sur le marché et de rester pertinents. Cependant, avec l'intensification de la concurrence dans le segment des voitures économiques, qui s'est accrue avec l'arrivée de nouveaux acteurs, la situation a commencé à se détériorer. Les consommateurs américains ont bénéficié d'un choix plus large, et les constructeurs japonais, proposant des voitures plus abordables, consommant moins de carburant et étant très efficaces, ont gagné une popularité considérable. En 2003, les ventes de Volkswagen aux États-Unis ont chuté à environ 63 000 unités, bien moins que les plus de 574 000 véhicules vendus dans les années 70, et il était peu probable de voir revenir les anciennes positions de la marque. Les concessions automobiles à travers le pays ont commencé à fermer en grand nombre. En réponse à cette situation, la direction de Volkswagen a pris une décision radicale: ramener sur le marché le modèle qui avait initialement assuré le succès et la popularité de la marque. En 1998, a été annoncé le lancement d'une nouvelle version de la célèbre coccinelle, qui se distinguait de la modèle classique par des équipements de confort plus modernes et des innovations technologiques, tout en conservant la silhouette caractéristique aux courbes reconnaissables. La nouvelle coccinelle était équipée d'un moteur à l'avant, de la traction avant, ainsi que de systèmes plus modernes, ce qui la rendait plus attrayante pour le public contemporain. Grâce au fait que sa conception tenait compte de la nostalgie des acheteurs envers la coccinelle classique d'origine, le public américain a accueilli avec enthousiasme son retour. Leur désir de retrouver leur voiture préférée s'est rapidement manifesté, entraînant une affluence de nouveaux clients, une augmentation des ventes et la reconnaissance de l'entreprise pour sa capacité à réinventer et à moderniser ses modèles. La troisième génération des Golf et Jetta maintenait également une position solide sur le marché, affichant de bons chiffres de vente. Au début des années 1920, selon les estimations prudentes,
environ 350 000 véhicules Volkswagen avaient été vendus aux États-Unis, dont plus de 80 000 constituaient spécifiquement la nouvelle coccinelle. Cependant, les perspectives prometteuses furent de courte durée. Peu après le pic de popularité de cette coccinelle remaniée, les ventes ont soudainement commencé à chuter, et l'entreprise s'est retrouvée confrontée de nouveau à des difficultés insurmontables. Bien que, à long terme, la nouvelle coccinelle ait conservé sa popularité et soit même devenue une voiture culte, cela ne pouvait cacher le fait que les problèmes internes, liés aux tendances historiques et aux changements dans les préférences des consommateurs, ne s'étaient pas complètement résorbés. L'une des principales raisons de ces difficultés était que l'entreprise avait longtemps pris l'habitude de miser sur de petites voitures. Cette approche, justifiée durant les périodes de crise économique et d'époque de pénurie d'énergie, où la pauvreté et le besoin d'économiser dominaient la mentalité des acheteurs, commençait progressivement à perdre de sa pertinence. Sur le marché américain, la tendance de masse a commencé à privilégier des véhicules de plus grande taille, SUV, crossover et camionnettes. Ces véhicules continuaient à gagner en popularité, tandis que la niche des véhicules compacts et économiques se réduisait peu à peu. Volkswagen, comme beaucoup d'autres entreprises, a rencontré des difficultés pour maintenir sa position dans un contexte de marché en mutation. Longtemps, Volkswagen a montré une réaction timide face à l'émergence de nouvelles tendances dans l'industrie automobile et a eu du mal à s'adapter rapidement aux exigences changeantes du marché. Même après avoir commencé à produire ses propres SUV, ils ont souvent été critiqués pour leur taille jugée trop petite et leur prix considéré comme peu accessible, notamment pour les acheteurs recherchant des options plus abordables. L'une des principales critiques à l'encontre de la marque portait sur le coût. De nombreux acheteurs et experts notaient que les prix des Volkswagen étaient souvent surestimés, et pour beaucoup, ce prix élevé constituait un obstacle à l'achat. En ce qui concerne la technologie, au moment de lancer ces modèles, l'entreprise intégrait déjà certaines innovations techniques avancées, encore inexistantes chez ses concurrents. Costeuses, car comportant des éléments de luxe, ces technologies étaient même utilisées dans des voitures d'entrée et de milieu de gamme. Une telle approche rendait automatiquement les véhicules plus chers, car l'utilisation de technologies haut de gamme est coûteuse et technologiquement complexe. Mais il était important de comprendre qu'en Europe, cette stratégie ne soulevait pas beaucoup de questions, car le marché y était prêt à payer pour la qualité et l'innovation. En revanche, sur le marché américain, la situation était différente. Les amateurs d'automobiles américains n'étaient généralement pas prêts à payer davantage pour une image de luxe lorsqu'il s'agissait d'une marque qui se présentait comme un fabricant de voitures abordables et pratiques pour le citoyen ordinaire, la classe laborieuse, les familles nombreuses et les employés. C'est pourquoi les Américains préféraient acheter des voitures qui exprimaient la fiabilité et l'accessibilité, plutôt que des prix dépassant des limites raisonnables. Au fil des années, Volkswagen a délibérément, ou simplement en raison des circonstances du marché, été perçu par de nombreux acheteurs comme une marque quasi-luxe. Au départ, cela était lié au fait que la société proposait activement des moteurs diesel économiques et faisait la promotion de leur aspect écologique tout en étant très économique, ce qui était particulièrement pertinent à l'époque où le prix de l'essence atteignait des niveaux records et où le prix du carburant ne cessait d'augmenter. En 2008, la société a même été récompensée du titre de « voiture verte de l'année » grâce à ses technologies diesel innovantes qui, selon Volkswagen, permettaient au moteur de combiner à la fois écologie, douceur de fonctionnement et économie de carburant. Les fabricants affirmaient que leur nouveau modèle était équipé d'une technologie révolutionnaire, capable de porter les moteurs diesel à un tout autre niveau, ce qui représentait vraiment une avancée significative, car souvent leurs concurrents ne trouvaient pas de solution adaptée à ces exigences. Cependant, comme il a été découvert plus tard, la réalité était bien moins rose qu'elle n'y paraissait au premier abord. En 2015, il a été révélé que Volkswagen avait considérablement exagéré les performances de ses moteurs diesel, en particulier en ce qui concerne leur écologie. Lors d'une enquête, il a été découvert que la société utilisait des logiciels spéciaux, appelés logiciels de fraude, qui leur permettaient, lors des tests, d'afficher des faibles niveaux d'émissions polluantes, alors que dans des conditions réelles d'utilisation, les voitures rejetaient dans l'atmosphère beaucoup plus de polluants. Ces chiffres dépassaient de plus de 40 fois les valeurs déclarées par la société, ce qui les rendait loin d'être écologiques,
et plutôt dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Ce scandale est devenu l'un des plus grands de l'histoire de l'industrie automobile. En année, il a été établi que Volkswagen a délibérément trompé les régulateurs en installant un logiciel qui faussait les résultats des tests d'émissions et de performance des moteurs diesel. Cette fraude était tellement massive que, en conséquence, le montant des amendes imposées à l'entreprise a dépassé 30 milliards de dollars. De plus, le groupe a été confronté à de nombreuses actions en justice, demandes de dédommagement et obligations de paiement envers les clients victimes. Tout cela a conduit à la destruction de la longue période de confiance que Volkswagen avait méritée grâce à son honnêteté, sa qualité et son approche innovante. Des millions d'acheteurs se sont sentis trompés, car on leur avait initialement promis des véhicules écologiques, fiables et efficaces, alors qu'au final, l'image de la marque s'est associée à la fraude et à l'égoïsme. Néanmoins, malgré ce scandale de grande envergure et la détérioration de sa réputation, Volkswagen a réussi à maintenir ses positions sur le marché mondial. Dans les années qui ont suivi la crise, les ventes ont continué de croître, malgré les difficultés internes et externes liées à sa réputation. Et vers l'année, en 2016, l'entreprise a même réussi à surpasser un géant comme Toyota, devenant le plus grand constructeur automobile au monde. Cette victoire montrait que, malgré les difficultés, Volkswagen reste un acteur puissant, capable de maintenir sa place parmi les leaders de l'industrie automobile mondiale. Depuis lors, la marque s'est davantage orientée vers le développement des technologies de véhicules électriques et l'expansion de sa gamme de SUV, afin de renforcer sa position sur le marché nord-américain et dans d'autres régions. Aujourd'hui, le groupe investit activement dans la création de SUV plus compétitifs pour les acheteurs étrangers, notamment les modèles Atlas et la version élargie du Tiguan, qui rencontrent un grand succès auprès des automobilistes américains grâce à leurs intérieurs spacieux et leur design moderne. De plus, l'entreprise développe de plus en plus la thématique des véhicules électriques, espérant ainsi regagner la confiance des consommateurs et renforcer ses positions sur un marché en pleine électrification mondiale. Ce tournant stratégique permet à Volkswagen de se distancer des associations négatives liées au scandale du diesel, tout en montrant son engagement envers la responsabilité écologique et l'innovation, afin de préserver sa place de leader dans l'industrie automobile. On peut affirmer avec certitude qu'au fil des décennies, Volkswagen a fait un bond en avant énorme, passant d'une manufacture symbolisant le chaos allemand lié au nazisme à un groupe automobile moderne et diversifié qui veille activement sur l'avenir. Cette marque continue, malgré tout, de se développer, de moderniser ses technologies et de renforcer sa réputation, étape par étape, en surmontant les difficultés et en rectifiant les erreurs du passé.